Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Du mouvement, de la bagarre et des surprises peut-être cet après-midi à Cardiff. Face aux Gallois invaincus depuis 2 ans, le capitaine Villepreux, ici avec Doga, le rugbyman le plus sélectionné de France, fait ses adieux au tournoi des 5 nations. Dans ce télémidi de fin de semaine, je vous proposerai 2 documents pour vous aider à comprendre et à vivre certains problèmes politiques et humains de votre temps. Le père, d'abord, de l'Europe agricole, M. Siko Mansolt, s'en va. Il veut réanimer les partis socialistes européens. En attendant, jusqu'à la fin de l'année, il va présider la commission du marché commun. Il s'est confié à François-Henri de Virieu. Quand l'imagination est au pouvoir, vous verrez. Le général Massu fut l'an dernier le premier général français à justifier, avec des scrupules, la pratique limitée de la torture pendant la bataille d'Alger, en 1957. Dès le début de la guerre, un général issu de Saint-Cyr, comme le général Massu, s'était élevé pour dénoncer les méthodes employées. Pour le général de Bollardière, ici avec nous aujourd'hui, aucune fin ne justifie où que ce soit la torture comme moyen. Vous rompez, mon général, le silence que vous observiez depuis 14 ans. Vous nous présenterez tout à l'heure votre livre « Bataille d'Alger, une bataille de l'homme ». La guérilla urbaine et la violence restent plus que jamais à l'ordre du jour des problèmes d'actualité. En Irlande, par exemple, ni l'armée clandestine, ni les protestants n'acceptent encore le plan de M. Heath. En tout cas, l'ami personnel du numéro 1 britannique, M. Whitelaw, qui joue la partie la plus difficile de sa carrière, vient de s'installer à Belfast. Georges Pitoef. À Londres, et même à Dublin, c'est l'unanimité. Harold Wilson, chef de l'opposition, promet son appui aux mesures de salut public de M. Heath. En cela, M. Wilson est suivi par la quasi-totalité des dirigeants politiques et syndicaux du Royaume-Uni. À Dublin, Jack Lynch, Premier ministre de la République d'Irlande, loue le courage de M. Heath et cautionne sa politique en ordonnant à l'ambassadeur d'Irlande en Grande-Bretagne de regagner Londres qu'il avait quitté après la fusillade de Derry. Même Brian Faulkner, chef du gouvernement de la province d'Irlande du Nord, accepte d'expédier les affaires courantes jusqu'à la semaine prochaine, bien que son gouvernement ait lui en tête et démissionné parce qu'il jugeait inacceptable le plan de M. Heath. Eh bien, ce plan, M. Heath et son nouveau représentant à Belfast, William Whitelaw, devront se débrouiller pour l'appliquer par leurs propres moyens. Et là, ce n'est plus la belle unanimité constatée à Londres et à Dublin, chez les officiels. C'est l'hostilité déclarée. Au mieux, c'est l'inconnu. Côté protestant, hier à Belfast, sitôt le plan Heath publié, 10 000 hommes et femmes défilaient en signe de protestation. Et à partir de lundi, la communauté majoritaire protestante est appelée par le dirigeant ultra William Craig à participer à une campagne de grève et de désobéissance civile visant à faire reculer le gouvernement anglais. Côté catholique, des officiers de l'armée secrète seraient prêts à faire trêve pendant 1 mois, mais d'autres chefs clandestins annoncent au contraire la poursuite de la guérilla, qu'ils n'arrêteront, disent-ils, qu'à 3 conditions: évacuation des troupes anglaises, abolition du Parlement de l'Ulster, libération de tous les prisonniers politiques. Si par malheur, la communauté protestante, qui a tout basé sur son loyalisme envers Londres, finissait un jour par s'estimer trahie, alors elle pourrait brûler ce qu'elle a adoré et les Anglais seraient pris entre 2 feux. Ce serait le cauchemar, ce serait le piège que, jusqu'à ce jour, tous les gouvernements anglais s'étaient efforcés d'éviter. M. Heath a pris des risques, peut-être les a-t-il pris trop tard. Voilà en tout cas dans quel climat s'ouvre ce nouveau week-end dramatique en Irlande du Nord. On a souvent comparé l'Irlande à l'Algérie. Des films, des livres de plus en plus nombreux sur la guerre d'Algérie, racontés maintenant par des acteurs, sortent 10 ans après des documents sont publiés. Le général Massu révélait l'an dernier, et vous en souvenez sans doute, publiquement l'existence de la pratique de la torture pour gagner la bataille d'Alger en 1957. Le général Massu, qui disposait alors de tous les pouvoirs civils et militaires, laissa utiliser la force pour obtenir des renseignements et arrêter la vague d'attentats déclenchés par les révolutionnaires algériens. Si elle ne fut pas, comme il l'a dit lui-même, codifiée ou institutionnalisée, la torture fut pratiquée dans de nombreux cas. Des voix s'élevèrent alors pour protester. Les plus célèbres, celles de Camus, Mauriac, Malraux. Il y en eut d'autres moins connues et jusqu'à la tête de l'armée. Ainsi, le général Jacques Paris de Bollardière, légionnaire, compagnon de la Libération, parachutiste, engagé pendant 30 ans sur tous les fronts d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. Un mot encore, si vous permettez, pour vous présenter. En 1956, vous condamniez la torture, vous vous opposiez au général Massu et vous demandiez à être relevé de votre commandement. Alors, pour la première fois, vous parlez depuis 14 ans
Pourquoi? Eh bien parce que pendant 14 ans, le monde, le spectacle du monde n'a fait que me renforcer dans la conviction que j'ai manifestée en Algérie en 1957. Et je pense que la violence, et plus spécialement son aspect affreux qu'est la torture, son paroxysme qu'est la torture, c'est un véritable défi que le monde nous jette. Et c'est pourquoi je me suis senti vraiment dans l'obligation de parler maintenant, parce que je crois que c'est tout le sort du monde qui est engagé sur la possibilité pour l'homme de dépasser ce problème de la violence. Est-ce que vous pensez que le général Massu a bien fait de porter ce problème difficile, douloureux, à l'attention de tous les Français? Eh bien, je pense qu'il y a une certaine forme de courage dans ce qu'a fait le général Massu, qui a effectivement assumé des responsabilités terribles, je ne recule pas devant ce mot-là. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette vérité, et que Massu nous a donné l'occasion, effectivement, de réfléchir sur un problème qui nous concerne tous. Le général Massu disait précisément il y a quelques mois à Pierre Dumayet ce qu'il pensait de vous, mon général, et il parlait aussi de la torture. Nous allons l'écouter une nouvelle fois. Elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, hein, et la guerre qui m'est imposée dans les circonstances m'oblige à avoir recours à ce procédé. Et je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des bombes sur les populations, hein, ou de tirer, enfin, ou de provoquer d'affreuses blessures avec des armes à feu. C'est un procédé nouveau, non employé antérieurement, mais souvent qui se résume à peu de choses et qui laissait beaucoup moins de traces sur les individus qu'une balle dans le cœur ou simplement, n'est-ce pas, les procédés employés par nos adversaires FLN vis-à-vis de leurs propres frères, de leurs compatriotes, hein, qui avaient fumé ou qui n'avaient pas respecté les autres ordres, les autres interdits du FLN, à savoir leur couper le nez quand c'était pas autre chose, quoi, hein. Alors ça me paraît de la torture pour d'abord, ça. Mais j'ai jamais coupé le nez de personne, moi. Et aucun de mes gars non plus. Moi, je respecte les opinions de chacun. J'étais navré d'être en opposition avec Bollardière, qui est un vieux copain. Nous étions ensemble à la pêche et à Saint-Cyr. Et je l'ai revu depuis, nous nous serrons la main. Moi, j'ai rien contre lui. Mais enfin, puisque j'ai raconté cette histoire et que tout le monde a parlé de l'affaire Bollardière, si je n'en avais pas parlé dans mon bouquin, on aurait dit, bon, Massu étouffe l'affaire. Moi, objectivement, j'ai cité simplement des textes d'ailleurs. J'ai essayé même d'expliquer rapidement le contexte dans lequel commandait Bollardière, qui, dans mon esprit au moins, et sinon dans celui de beaucoup de gens, pourra contribuer à faire comprendre comment il a été amené à prendre cette position. Précisément, c'est ce que nous allons essayer de faire avec vous, général de Bollardière. À votre avis, est-ce que la torture limitée et contrôlée, comme on l'a entendu tout à l'heure, peut être dans des conditions ou dans des circonstances exceptionnelles, la guerre révolutionnaire par exemple, acceptable? Bien, je crois d'abord une première chose, c'est que la torture ne peut pas se contrôler et se limiter. Tout le problème est de savoir si on l'accepte et si on ne l'accepte pas. Et je pense qu'il faut avoir un très grand réalisme. Ce serait faire preuve de la plus grande naïveté que de penser qu'on peut contrôler la torture et la mesurer. La torture est un phénomène absolument affreux. Et à partir du moment où on a commencé à décrocher, tant soit peu, du respect de la personne de l'homme qui est en face de soi, eh bien, les conséquences en sont absolument incalculables. Et elles détruisent certainement encore bien davantage celui qui, inconsciemment peut-être, accepte de la pratiquer que celui qui l'a subie. Alors comment obtenir des renseignements dans certains cas pour éviter des tueries, des attentats contre des civils en Algérie, en Irlande aujourd'hui ou au Vietnam par exemple? Eh bien, je pense que le problème est un problème dramatique et le général Massu a certainement été confronté avec une mission extrêmement difficile. Mais je pense qu'on est obligé de souligner qu'il y a une contradiction absolue entre les objectifs à long terme de cette guerre d'Algérie, qui ne faisait absolument de contradiction pour personne. Tout le monde était bien d'accord pour dire que le seul but à réaliser, le seul objectif, était de créer un nouveau rapport, des échanges humains entre les deux communautés qui étaient présentes en Algérie, de telle manière qu'elles puissent vivre autrement qu'en se jetant des bombes à la figure. C'était un choix politique. C'était un choix de nature absolument politique. Il s'agissait de créer un ordre tel, donc c'est un problème politique, que ces deux communautés puissent vivre en s'entendant. Et par conséquent, le fait d'employer dans le court terme des pratiques qui sont absolument contradictoires avec le but lointain qu'on se propose, c'est une aberration. Est-ce qu'il n'était pas grave, mon général, et dangereux que les jeunes qui aient utilisé la torture là-bas soient, dans certains cas, ou aient été des rappelés ou des jeunes appelés du contingent? C'est la raison pour laquelle je suis parti volontairement, ce qui est assez paradoxal, en Algérie, car j'avais déjà été pendant 6 ans en Indochine, et j'avais pu prendre conscience d'une manière assez dramatique pour moi, d'ailleurs assez douloureuse, de ce problème que pose à une armée la guerre révolutionnaire. Et c'est précisément parce que j'étais très averti des dangers que nous rencontrions là-bas et de
de cette nécessité de nous accrocher à quelque chose de solide, par conséquent à ce respect de la personne. C'est pour ça que je suis parti volontairement en Algérie avec les rappelés, pensant que pour eux c'était un danger absolument extraordinaire de dégradation d'eux-mêmes. Dans votre livre, vous portez les accusations graves sur la responsabilité des Français. Vous dites à la page 141, vous demandez s'ils sont prêts à reconnaître qu'en Algérie, nous avons été tous collectivement responsables d'un certain nombre de milailles ou d'oradours, même de modèles réduits. Est-ce que ce n'est pas une accusation extrêmement sévère? Je crois que c'est une accusation extrêmement grave, mais je pense qu'il ne faut pas reculer devant la vérité. Ce n'est pas une question quantitative. Je pense que le problème était de même nature et que malheureusement, ça m'écorche un peu la bouche de dire ça, mais je reste convaincu qu'il y a eu des phénomènes de même nature que ceux que vous venez de citer, qui se sont produits pendant de longues années sur toute la surface de l'Algérie. Vous voulez dire que tout est possible, même pour un Français, un jeune Français moyen, et c'est ça qui est peut-être assez inquiétant. Tout est possible pour un jeune Français moyen et tout est possible pour moi-même. Je crois que pour tout homme, il y a en lui quelque chose d'horrible. Il y a des instincts qui sont extrêmement mauvais et contre lesquels il doit se défendre à tout prix. Et des peuples qui sont voisins d'une autre, les Allemands par exemple, ont à une certaine période de leur histoire sombré dans une véritable régression d'une civilisation humaine. Eh bien, nous sommes tout à fait capables d'en faire autant, dans certaines circonstances, bien entendu. Je crois qu'il faut le savoir, il faut avoir le courage de nous regarder nous-mêmes, et il faut surtout nous en défendre à chaque instant de notre vie, et individuellement et bien entendu collectivement. Est-ce qu'il n'est pas difficile pour un ancien parachutiste, un chef de guerre, de dénoncer d'autres officiers supérieurs et d'une certaine façon de devenir un chrétien pacifiste? Eh bien, je pense que tout le sens même du christianisme est évidemment d'être pacifiste. Enfin, on ne l'a pas appelé en vain le christianisme la folie de la croix. C'est même tellement difficile que je pense que tout homme doit consacrer toutes ses forces à surmonter ce problème de la violence, car je ne vois pas d'avenir du monde avec un matériau comme la torture pour le construire. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui a pratiquement brisé votre carrière en 1956 ou en 1962, puisque vous avez quitté l'armée à ce moment-là? Non, je n'ai absolument aucun regret. J'ai retrouvé ce même problème qui est celui qui me préoccupe, qui est celui des échanges humains et de l'attitude que chacun de nous a en face de l'autre. J'ai retrouvé bien entendu ce problème dans le monde du travail, j'ai retrouvé ce problème dans mes rapports d'adultes avec des jeunes, j'ai retrouvé ce problème dans toute l'actualité autour de moi. Et par conséquent, je n'ai pas de regret, j'ai simplement la volonté de continuer dans toute la mesure de mes forces à mener ce même combat qui donne tout son sens à mon existence. Monsieur de Bollardière, je vous remercie d'être venu nous parler de votre livre « Bataille d'Alger, bataille de l'homme », publié aux éditions des Clés de Brouwer. Voilà, rapidement présenté ce livre. Merci d'être venu. Le week-end des rameaux. D'après l'Évangile selon saint Luc, l'archange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth en Galilée pour annoncer à Marie la naissance prochaine d'un fils, Jésus. C'est aussi le début des vacances de Pâques et des départs par tous les moyens, près d'1 million de voitures d'un coup sur les routes. Et savez-vous pourtant que 3 conducteurs sur 4 ignorent les panneaux internationaux de signalisation mis en place progressivement depuis juillet 70 avec Stéphane Paoli, un rappel tout à fait opportun. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Quoi? Fin d'interdiction de tout. Et celui-ci? Ah. Idem. C'est les nouveaux panneaux européens? Vous les connaissez? Non, pas tellement, quoi. Vous ne le connaissez pas, celui-ci? Mais dans le Midi, ils les ont mis déjà. Ah, ils les ont mis dans le Midi? Oui, oui, j'en ai un. Vous venez du Midi? Oui. Et vous êtes venu du Midi jusqu'ici sans connaître ces panneaux? Eh oui, parce qu'il y en a qui viennent juste de les poser. Vous les connaissez depuis longtemps, non? Non, il y a ce matin. Depuis ce matin? Je ne sais pas tous les jours, hein. Mais écoutez, vous savez, j'ai mes permis depuis 1951. Et vous connaissez pas ce panneau? Non, pour moi, c'est... Celui-ci non plus, bien sûr. Non. Non, oui, mais aussi si, je l'ai aperçu. Je l'ai vu, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Sur les routes françaises, à part les stops qui ont changé, les routes prioritaires, c'est à peu près tout ce qu'on voit pour l'instant. Les poneys, quand je les vois, au moins j'arrive dessus. Les étrangers connaissent ces panneaux de signalisation internationaux beaucoup mieux que les Français. En tout cas, on l'a d'ailleurs constaté dès leur arrivée. Ils remplacent les citadins en quête de détente, de soleil à la mer ou à la montagne. Puisque nous parlons de montagne, un vrai miracle. L'aventure du guide dauphinois Jacques Sangnier ne s'est pas terminée en drame, comme c'est presque toujours le cas en pareilles circonstances. Écoutez-le. Eh bien, c'est simple, j'étais sur mon glacier donc de nuit, et j'allais en direction du couvercle et j'avais trouvé une vieille trace.
enfin que j'estimais un peu plus assez ancienne, et qui m'amenait directement sur un pont de neige que j'ai pas remarqué dans l'obscurité, et aussi parce que j'avais une lampe qui m'éclairait faiblement. Brusquement, mes pieds se sont enfoncés dans le vide. J'ai compris ce qui se passait, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me suis raccroché désespérément sur le rebord, qui s'est effondré à son tour. Le poids du sac m'a surtout entraîné en arrière, et c'était une chute très longue, qui m'a amené brutalement, en son terme, sur un pont de neige. Heureusement assez moelleux, c'était de la neige fraîche sur de la glace. Et il y a eu un choc quand même assez brutal. J'estimais à ce moment-là ma chute à une bonne dizaine de mètres. Il s'avère que c'était une chute de plus du double. Par la suite, j'ai pu le constater, surtout à la remontée, mais 3 jours plus tard. C'était une immense crevasse, très belle. J'ai dit, bon, bah, demain on aura tout le temps de l'admirer, ça va peut-être durer longtemps. Pour l'instant, il faut dormir. C'est la première chose à faire, il faut passer le temps, il faut tuer le temps. Après une bonne nuit réparatrice, j'ai préparé au mieux ma plateforme qui était assez exiguë, 2,50 m sur 1 mètre. Et ensuite je l'ai prolongée d'un petit chemin que j'ai damé au fur et à mesure, ce qui fait que je pouvais faire 25 pas, donc des allées et venues, autrement dit les 100 pas, ne serait-ce que pour m'entretenir physiquement, pour pas m'engourdir. J'ai fait une répartition le mieux possible de mes vifs qui me restaient, qui n'étaient pas bien important, puisque j'avais déjà vécu dessus pendant ma course. Donc je devais faire attention à cela surtout. Alors je voyais le jour là-haut, le ciel bleu, et ça c'était l'espoir, parce qu'à partir du moment où il se brouillait, c'était la tempête, alors là, mes traces s'effaçaient, et là j'avais compris que c'était terminé pour moi, enfin à moins d'une chance exceptionnelle. Enfin toujours j'ai cru à cette providence. Justement elle m'a souri ce matin du mercredi 22. Grâce au PSHM de Chamonix, qui a mis tout en action et qui a très rapidement su localiser l'endroit où j'avais disparu. Ne jamais perdre courage et confiance, c'est en tout cas un exemple. Politique, le référendum. En attendant que soit posée et précisée la question soumise à l'approbation des Français, probablement le 23 avril, la majorité et l'opposition préparent la prochaine consultation. M. Chaban-Delmas, vous le savez, a lancé hier devant les parlementaires UDR la campagne pour le oui à l'Europe, seul objet du référendum, et contre l'abstention. Le Premier ministre a également annoncé un débat de politique générale au début mai à l'Assemblée nationale. Il restera donc pour conduire l'action du gouvernement après le référendum. Les communistes lancent leur campagne pour le non. M. Georges Marchais, le secrétaire général adjoint du PC, a commencé une tournée des villes. Ce soir, Vierzon, hier, il était à Bourges. Le Parti socialiste devrait dire demain la position qu'il prendra au cours d'une convention exceptionnelle réunie à Suresnes, probablement l'abstention. Mais les partisans du oui expliqueront la difficulté de cette réponse et demanderont que leur parti, le Parti socialiste, attende au moins de connaître précisément la question posée. Le président de la République, M. Pompidou, a remis jeudi soir les insignes d'officier de la Légion d'honneur à cette dame Marlène Dietrich, que vous connaissez tous, au cours d'une cérémonie brève et sans protocole qui s'est déroulée à l'Élysée. On l'a appris ce matin. À Lyon, une condamnation à mort. Les jurés du Rhône n'ont pas trouvé de circonstances atténuantes au geste de Guy Chauffour, meurtrier d'un surveillant chef de la prison Saint-Paul à Lyon. Un procès passionné. La salle avait applaudi l'avocat général dès qu'il avait réclamé la peine capitale contre Chauffour. Aux assises du Rhône, Guy Chauffour, meurtrier d'Albert Collomb, le surveillant principal de la maison d'arrêt de Lyon, a été condamné à mort. L'un de ses avocats, maître Philippi, a bien tenté au cours de l'ultime plaidoirie de faire admettre que Guy Chauffour n'avait pas eu réellement d'intention homicide. Mais les jurés ont suivi le réquisitoire de l'avocat général Kastner. Vous êtes les dernières sentinelles de l'ordre, leur a-t-il dit. Votre verdict est attendu par l'opinion publique. L'avocat général a encore souligné, la peine capitale est souvent stérile et absurde, mais de nos jours, c'est le seul châtiment qui soit à la mesure d'un crime hors série, particulièrement abominable et qui a révolté les consciences. Albert Collomb était effectivement un homme foncièrement bon, il avait d'ailleurs l'estime des détenus. Au Brésil, l'escadron de la mort est un gang de policiers et d'anciens hommes de main, célèbres pour les exécutions sommaires dont ils ont été responsables, près de 2000 en quelques 10 années. Un de ces tueurs, un ancien policier, vient d'être condamné au total à 2 siècles et demi de prison, 253 ans de détention, même s'il voulait vraiment purger la peine. L'Europe, tous les agriculteurs européens ne sont pas satisfaits de l'accord des 6 sur l'agriculture, sur l'Europe verte.
mais il trouve des points positifs dans les décisions prises hier sur les prix agricoles et la modernisation de l'agriculture européenne. L'artisan du difficile compromis réalisé après 100 heures de dures négociations, M. Siko Mansolt, il n'en est pas à sa première médiation ou à sa première initiative, c'est l'inventeur de la politique agricole de l'Europe. Pourtant, à partir de 1973, je vous l'ai dit en commençant ce journal, il va s'occuper d'autre chose, de la réanimation des partis socialistes européens. Et d'ici là, Siko Mansolt présidera la commission du marché commun. Il vient d'accorder à François-Henri de Virieu le premier entretien depuis sa désignation à Bruxelles. Vous allez participer à la réunion au sommet des chefs d'État de Paris. Quel sera, à votre avis, le problème le plus important de cette réunion? À mon avis, un des problèmes les plus importants sera de renforcer notre communauté. Cela veut dire renforcer dans le sens qu'elle peut prendre les décisions vraiment nécessaires à ce moment et renforcer aussi la démocratie de notre communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, renforcer la démocratie? Cela veut dire donner une plus grande place au Parlement. Ça veut dire vraiment des pouvoirs législatifs au Parlement. C'est une nécessité. Et j'espère que ce sont surtout les Anglais qui le veulent. Qu'est-ce que vous pensez du référendum organisé en France par le président Pompidou? Je crois que pour, disons, des raisons intérieures, ça peut être très bien. Je crois qu'on s'exprime et j'ai vraiment l'espoir qu'il y ait une grande majorité. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut contribuer à rendre l'Europe que vous construisez un peu moins froide qu'elle n'est actuellement et qu'on va pouvoir porter à la connaissance du public des dossiers humains, des dossiers qui parleront peut-être plus que les négociations qui se mènent ici actuellement? C'est un des grands problèmes. C'est aussi un problème de la démocratie. Cela veut dire une démocratie seulement parlementaire, disons-le, où s'occupe avec des dossiers techniques, etc., n'a pas beaucoup de sens en ce qui concerne la démocratie. Ce que c'est nécessaire, que tout le monde comprenne ce que veut dire une communauté, quelles sont les responsabilités, ce que veut dire alors cette mesure à prendre, et si c'est connu par tout le monde, c'est la vraie démocratie. Monsieur le Président, comment voyez-vous les relations avec les États-Unis? Est-ce que l'Europe doit, est-ce qu'elle peut se libérer des États-Unis? Non, il ne faut pas se libérer des États-Unis, mais nous devons avoir une politique de nous-mêmes. Cela veut dire nous devons développer la politique européenne d'une manière telle que aussi l'Europe peut prendre ses responsabilités dans le monde. Et cela veut dire alors il ne faut pas faire une copie des États-Unis, pas du tout. Et une certaine indépendance de développer sa politique est une nécessité. D'autre part, il y a toujours une nécessité aussi de liens étroits avec les États-Unis. Vous avez dit récemment que les États-Unis étaient en déclin. Que voulez-vous dire par là? Je ne crois pas que les États-Unis sont dans la mesure d'avoir encore les mêmes responsabilités dans le futur qu'ils devraient avoir dans le passé. Nous pouvons constater que l'Europe n'était pas là, n'existait pas. Jusqu'à ce moment, elle n'existait pas dans le monde. Et c'était surtout les États-Unis qui avaient la grande responsabilité pour la défense de l'Ouest, etc. Je crois que les États-Unis sont développés comme disons, une région, un pays capitaliste, et ça ne peut plus exister dans le futur. Et même je crois que si on constate les grandes difficultés en ce qui concerne le chômage, et surtout aussi l'augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres à l'intérieur des États-Unis, c'est un des points les plus faibles des États-Unis. Et naturellement, ça a toujours aussi des conséquences dans les autres domaines. Dites le racisme, pour pas mal, pour une grande partie, on peut dire, c'est aussi le résultat des conflits sociaux à l'intérieur des États-Unis. L'Europe aussi a un développement de type capitaliste. Or, vous, socialistes, vous avez favorisé ce développement de l'Europe de type capitaliste. Oui, c'est vrai. À ce moment, parce qu'il n'y a pas une vraie politique en Europe, il n'y a pas une grande influence des partis politiques en Europe, non plus les socialistes, libéraux, chrétiens, démocrates, ils n'influencent pas les politiques. Que comptez-vous faire à partir du 1er janvier prochain? Le janvier prochain, je vais m'occuper surtout du renforcement des forces politiques en Europe et surtout les socialistes, les progressistes. Cela veut dire qu'ils sont dispersés à ce moment. Ils sont dispersés dans le petit national qui n'ont aucune influence sur le plan européen. On s'occupe, alors on peut dire que les socialistes sont organisés le mieux sur le plan national, il faut s'organiser sur le plan européen pour avoir vraiment une influence sur la politique européenne. Vous êtes le président d'un organisme qui est chargé de faire des propositions
au gouvernement, de pousser les gouvernements à aller plus loin, à être plus imaginatifs. Comment voyez-vous l'avenir de la société industrielle? On entre à la limite où on peut dire on peut encore vivre. Et de plus en plus on constate que ça sera la nécessité de mettre fin, vraiment de mettre fin à une expansion sans limite, mais nous devons tout tourner vers une société avec un autre fondement. Cela veut dire, ou peut-on dire même, où le bonheur de la population, du peuple, est sur le premier plan. Cela veut dire, peut-être dans le sens matériel, nous devons nous limiter, une expansion beaucoup moins grande, et d'autre part, un développement vers une société où les choses culturelles et le temps libre, la récréation, l'art prend une place beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste. Est-ce que c'est possible d'arrêter le progrès économique, d'arrêter l'expansion, d'arrêter le développement de l'industrie alors que tout le monde, finalement, n'a pas encore accédé à la richesse? Oui, mais ça c'est une des grandes questions. Ça se peut seulement faire si on peut convaincre la population de la nécessité. On ne peut pas, d'une manière autocratique, dire alors maintenant il faut diminuer. Non, ça doit être compris par la population. Et ça nécessite alors une grande agitation, une action aussi par moyen des partis politiques. Ça nécessite aussi une beaucoup plus grande planification en Europe. L'Europe se fait sans aucun plan en ce moment. Et nous devons avoir un plan très concret pour éviter alors des grandes difficultés dans le futur. Les sports. En rugby, le 15 de Villepreux fera-t-il aussi bien que l'équipe de Spanghero, victorieuse des Anglais récemment, 37-12. À Cardiff, avec les Gallois, ce sera différent. Personne n'a battu le 15 gallois depuis 2-3 ans. Une équipe qui n'a pratiquement pas changé non plus depuis 3 ans. Un grand moment, en tout cas, du tournoi des 5 Nations. Un beau spectacle dès 14h55 à la télévision. Kechichian a frôlé la victoire hier à Barcelone, match nul en tout cas, avec l'Espagnol sourd-muet Hernandez qui conserve son titre européen des super welter. En natation, belle performance pour Claude Mandonneau et Michel Rousseau à Rouen. Pour Rousseau, 1 minute 54 aux 200 mètres au championnat de France d'hiver. Les championnats de France d'hiver de natation qui ont débuté hier soir à la piscine de Rouen et se poursuivront jusqu'à dimanche soir auront permis à Michel Rousseau et à Claude Mandonneau de remporter d'emblée les meilleures performances françaises sur 200 mètres. Dans ce 200 mètres nage libre, messieurs, Michel Rousseau, couloir numéro 5, record d'Europe, avait fort à faire avec Gilles Vigne qui devait montrer par ses qualités de crawler qu'il restait très efficace. C'est dans les derniers 100 mètres que Michel Rousseau se détachait, remportant le titre en un temps record, 1 minute 54 secondes, meilleure performance française tout bassin. Pourtant, les virages du sociétaire de la SPTT Paris avaient fait tiquer Lucien Zins, directeur de l'équipe de France. Rousseau devait d'ailleurs lui-même déclarer, sur une distance plus courte, il faudra que je me méfie de Vigne, il vire plus rapidement que moi. L'exploit de Claude Mandonneau dans le 200 mètres nage libre dames n'a rien à envier à celui de Michel Rousseau. Claude Mandonneau, couloir numéro 4 dans un style éblouissant, devait faire cavalier seul pratiquement dès les premières brasses. La limousine pourtant était pessimiste au départ. Cette expérience des bassins de 25 mètres ne l'enchantait guère. Elle avait même confié aux journalistes qu'elle n'était pas sûre de conserver ses titres. Mieux que les conserver, elle aura pulvérisé hier soir un record en abaissant la meilleure performance tout bassin en 2 minutes 12 secondes 2 dixièmes, battant de presque 13 secondes la dernière de la série, Catherine Grosjean. Pourquoi pas Poulidor dans le critérium national de la route? Le parcours lui va bien et il se bat maintenant pour vaincre pour la première place. Nous verrons. En tout cas, ce télémidi est terminé. Toute l'équipe qui l'a préparé vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez. Et de toute façon, un excellent week-end. Au revoir. Merci.